Mais le moment le plus intense pour un chef d'entreprise comme moi, c'est le moment où je m'assois sur la chaise de mon père. J'attends que mes enfants prennent la place. Pour moi, le moment le plus fort, c'est la passation. Et je pense que ce qui est important, c'est de raconter la vérité, d'essayer de lire à travers les lignes, d'essayer de voir derrière le paysage. Je pense que c'est ce que les clients de demain attendent aussi, avoir des petits moments de vérité. Amis parisiens, ne tremblez pas, nous sommes à Marseille pour inaugurer le premier épisode d'une toute nouvelle série vidéo Les Rabilleurs, un tour de France des distributeurs où on va aller comme ça de point de vente en point de vente, voir des amis distributeurs qu'on a envie de mettre en lumière parce qu'ils font tant de choses dans l'horlogerie depuis longtemps. Ils ont plein d'histoires de famille à raconter, ils sont implantés dans des situations géographiques importantes. Ils ont plein d'anecdotes à nous dire. Et on va commencer ce Tour de France avec le premier épisode à Marseille, chez Frojo, distributeur de talent, qui est là depuis 1854, quand même, il faut le signaler. Surtout, abonnez-vous parce que ça va être important et vous allez comme ça retrouver pendant quelques mois une série de vidéos sur ces distributeurs de talent. Marseille, bébé, c'est parti, on est là. Suivez-moi. Champs-Élysées, je vais me faire des amis avec ça. Au menu, on va vous parler évidemment de la création de ces maisons et pourquoi à l'origine il y a eu cette volonté de création, de travail dans la joaillerie ou dans l'horlogerie. Évidemment, l'histoire qui se transmet de génération en génération, pourquoi finalement on prendrait l'affaire familiale et ça sur plusieurs décennies. Évidemment, on va parler de géographie, pourquoi ces villes-là sont importantes pour ces distributeurs et c'est des histoires de famille et c'est des petites anecdotes. Et surtout aussi mettre en avant le fait que les distributeurs ont des clients particuliers en fonction des villes, qu'ils ont participé aussi au développement des marques, au développement de certains modèles. Et pour ça, rien de mieux qu'aller voir les protagonistes qui ont fait ces histoires-là tous ensemble. Chers amis, le premier arrêt de la maison Frojo, c'est le 17 rue Grignan, évidemment toujours à Marseille, magasin multimarque de la société. Et à l'intérieur, on trouve plein de beaux détails du passé de Frojo, des montres de poche, des montres, des pendules, c'est incroyable, suivez-moi. En fait, un distributeur, c'est aussi une implantation géographique qui est forte. Et dans le cas de la maison Frojo, on va dire que la rue Grignan a une très grande importance. On parlera de la rue Paradis après. Mais la rue Grignan, c'est là qu'on va trouver tous les magasins. Donc, comme je vous disais, d'abord le multimarque. On va trouver le magasin Montblanc, le magasin Messica, le magasin Breitling, Tagueyer, évidemment, le superbe magasin Rolex. Et bientôt, un magasin Tudor. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct de la boutique Frojo, du 6 rue Paradis, 6P pour les intimes ou Paradis Watches pour les intimes anglais, en compagnie d'Edouard Frojo. Edouard, c'est un plaisir. Merci de nous recevoir ici. C'est gentil. Donc voilà, comme je disais, on va parler un peu de l'histoire de la maison Frojo, des racines dans Marseille et de tout ce qu'on peut y trouver comme jolies choses. Mais d'abord, j'aimerais pour les 170 ans, quand même en 2024, de l'histoire de la maison, que tu reviennes un peu sur les racines, les origines et de la création de Frojo, s'il te plaît. D'abord, je vous remercie de vous intéresser à la maison Frojo à Marseille. Marseille est quand même une grande ville en France, des 2 ou 3 principales villes. Et pour revenir dans l'histoire de cette ville, effectivement, il faut revenir dans les années 1850-1890. À l'origine, cette bijouterie ne s'appelait pas Frojo puisqu'elle s'appelait Charlet. C'était une petite boutique qui était rue d'Aix, qui était à l'époque une des rues principales pour les beaux magasins de la ville de Marseille. Et à cette époque, c'était la maison Charlet qui officiait avec certaines marques de montres, notamment Omega, Jaeger-LeCoultre. Et à l'époque, une marque de montres qui s'appelait Charlet aussi, qu'on a perduré pendant des années, qui sont devenues les montres Frojo par la suite. Et pour ce faire et pour réparer les montres, d'abord à Gousset, puis après les montres bracelets, la maison Charlet a embauché mon grand-père, qui venait de la ville de Turin et qui, par le passé, se faisait fréquemment. Les paysans travaillaient la moitié du temps dans les champs et la moitié du temps
dans l'horlogerie, à percer des mouvements ou à prendre l'horlogerie. Voilà, donc on estime que Genio Frogeau est arrivé dans les années 70-80 et que son fils a repris lui-même, Édouard Frogeau, donc mon arrière-grand-père, a repris cette affaire dans les années 90. Donc dans les années 90, l'affaire Charlet s'est appelée Frogeau et puis on a perduré comme ça. Mon arrière-grand-père Édouard Frogeau est décédé assez rapidement. Son fils Roger, le père, donc mon grand-père, le père de mon père, a repris ce magasin, puis s'est délocalisé à cette époque-là avec un deuxième magasin sur la Canebière. Mon père arrivant dans les années 70 à peu près, juste un peu avant ma naissance, lui-même a délocalisé et a commencé à ouvrir d'autres magasins, notamment avec un magasin qui était au Grand Pavois, un autre magasin qui a été sur la rue Saint-Féréol. Et puis moi, j'arrive dans les années 94 à peu près, en compagnie de mon père. Je suis formé à ses côtés pendant un certain nombre d'années, et puis me voilà à mon tour à la tête des affaires. Voilà, pour faire un résumé assez bref de l'histoire de la maison Frogeau. Et la maison Frogeau a toujours eu deux philosophies, l'horlogerie évidemment, avec le développement certain de marques de montres, des partenariats qui se sont soudés et qui se sont construits au fil du temps, et la joaillerie aussi, puisque nous fabriquons et nous distribuons aussi des marques de joaillerie, principalement dans le haut de gamme, et principalement dans la fabrication de haute joaillerie aussi. Voilà. Pour ce qui est des partenariats que nous avons avec les marques, sont principalement des marques d'horlogerie suisse. Voilà. Nous essayons d'être focus sur la tradition des belles enseignes de marques suisses qui ont une histoire et qui nous ont accompagnés comme ça depuis des années. Et je dirais que ce qui nous a permis de nous développer avec le temps, c'est vraiment la proximité et le fait que nous avons su créer une proximité entre la façon des maisons traditionnelles comme les nôtres et ces grandes maisons qui se sont construites et qui se sont après rassemblées, d'arriver à faire un bout de chemin ensemble tout en mettant des process en place qui nous permettent de se comprendre et de voir de l'avant dans une stratégie et dans un développement de marché qui s'est construit avec le temps. Magnifique. Avant de reparler de marque de montre, toi, comment tu l'as vécu, la succession c'est-à-dire, est-ce que c'était sûr dès le départ que tu allais reprendre l'affaire ou est-ce que ça s'est pas joué comme ça, c'était différent, tu voulais faire autre chose c'est toujours intéressant, je trouve. Je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours été passionné par cette entreprise familiale qui était à la fois un lieu de vie, une entreprise, mais aussi une maison où on voyait mon grand-père, je voyais mon père, où je me voyais déjà petit, à l'âge de 14 ans, changer des piles pour les clients ou renseigner. Donc la question s'est jamais posée de faire autre chose, jamais. Et très rapidement, je me suis impliqué dans les affaires, même pendant les vacances, même en travaillant le dimanche, et puis après en faisant des études, et puis en rencontrant des gens, en rendant des services en fait au début. Et puis après, rapidement, j'ai travaillé à l'âge de 25 ans, en sortant de l'armée. Et bon, j'ai fait quelques stages évidemment avant ça, mais jamais une fois je me suis dit je voudrais faire quelque chose d'autre. Magnifique. Et aujourd'hui dans la famille Frogeau, qui t'entoure? Aujourd'hui je suis très fier parce que j'ai mes enfants qui viennent d'arriver. Donc il y a Elisa qui commence à prendre une place dans l'organisation au niveau opérationnel. Elle a fait de bonnes études, elle est construite. Pour moi c'est un gage de soulagement, de perspective, d'apaisement, parce qu'on a besoin de transmettre, on a besoin d'avoir une vision aussi moderne et de partager sur les nouvelles technologies. Je suis pas de ce monde-là, même si je suis assez aguerri là-dessus. Et puis j'ai mon autre fille aussi qui fait l'autre école de joaillerie, qui est plus dans la technique de la joaillerie, mais qui est tout aussi passionnée. Elles sont très complémentaires. Et avec ça, mon épouse Valérie qui chapeaute le tout, et effectivement ça donne une organisation assez cadrée et assez claire des objectifs qu'on se définit et du chemin qu'on va tracer. Super. Moi, si j'ai voulu faire cette série, c'était pour mettre en lumière les distributeurs, parce que quand même c'est le maillon final et un des plus importants de la chaîne, c'est-à-dire de vendre la montre au client final, parce que c'est bien beau ce qu'on fait, on fait des belles vidéos, de la communication, c'est toujours sympathique, mais c'est vous qui vendez les montres à la fin. Et ma question c'était pour toi aujourd'hui, c'est quoi le rôle en 2024 du distributeur?
Moi, je pense que le rôle en 2024, en tout cas pour ce qui nous concerne, entreprise familiale, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est vraiment la proximité entre les équipes de vente et le client final. C'est-à-dire une connaissance de son client parfaite, une vraie proximité, voire même une complicité, voire même une amitié. Vraiment rapprocher le distributeur du client comme si c'était qu'une famille, pour être au plus proche de ses besoins, pour être au plus proche du signal qu'il nous tend quand il a besoin, de penser aux petites attentions, de penser au service, d'avoir quelque chose de plus que d'être dans la grande distribution, ou dans la distribution tout simplement avec une rotation de gens qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense que la valeur ajoutée qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est vraiment la connaissance du client. Et c'est vraiment le respect de cette relation-là. D'accord. Et pour toi, en quelques mots, comment il est le client Frojo, si tu devais le définir avec une personnalité, une identité un petit peu différente? Alors, on a évidemment toute une partie de clients qu'on connaît très bien. On connaissait les grands-parents, voire même les arrière-grands-parents, évidemment, avec autant d'histoires. Mais on a aussi des nouveaux clients. Et en tout cas, on essaye du mieux qu'on peut d'essayer d'en savoir le maximum et d'essayer de se rappeler à qui on a affaire. Et d'essayer de lui rendre service quand il en a besoin et de pas que faire un acte de vente et qu'il s'arrête à la fin de la vente. Voilà, je pense que ça, c'est la base, d'essayer de suivre une relation sur le long terme et surtout d'être présent quand il y a des moments difficiles, pas que dans des moments faciles. Profitons de ce moment, je sais qu'Elisa est juste à côté de nous, peut-être pour faire un petit encart, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très fier. C'est une grande fierté que ma fille... D'abord, elle a fait de bonnes études, je suis fier d'elle pour les études qu'elle a accomplies. Elle est partie un peu, elle est partie à Londres, elle est partie travailler pour des marques d'horlogerie. Elle est très curieuse, elle a une passion pour l'horlogerie. Ça, je crois qu'elle en connaît plus à son âge que ce que j'en connaissais moi-même à son âge. Ça, c'est une fierté aussi. Et puis, je crois qu'elle a la passion du métier et qu'elle saura remplir de façon beaucoup plus organisée que ce que j'étais à son âge, le rôle qui l'attend. Donc, je suis très fier, c'est une grande fierté qu'elle soit avec nous. On s'entend bien, on a des visions communes. On se dispute pas. Jamais de dispute. Non. Bon, c'est beau ça. Non, on ne se dispute pas. On peut avoir des points de divergence, effectivement. Après, on n'est pas dans le conflit. Voilà. Magnifique. Et bien Elisa, alors, c'est parti. Salut Elisa, c'est un plaisir de te rencontrer. Pour moi aussi. Merci de participer à cette vidéo. C'était un peu une improvisation. Ouais. C'est toujours le spontané qui est cool. Pour moi, c'est naturel la transmission, le fait de savoir que tu vas prendre le relais, que tu commences déjà à te former. Comment tu vis ça un peu? On m'a toujours laissé le choix sur ce que je voulais faire plus tard. Après, j'ai forcément grandi dans les boutiques parce que depuis que je suis née, je pense, ils m'amènent en week-end, j'étais dans les boutiques. Pendant les vacances, ils me gardaient, mais du coup en boutique. Donc c'est vrai que c'est arrivé petit à petit. Et après, quand on prend conscience de ce qu'on a, parce que quand on est petit, on comprend pas forcément, mais après, quand on comprend que ça fait depuis 1854 que c'est dans sa famille, que c'est quand même une belle entreprise, et surtout un milieu que maintenant, avec du recul, je pense que dans tous les cas, j'aurais voulu travailler dans la bijouterie ou l'horlogerie. Donc voilà, c'est génial pour moi. Et ça s'est fait. J'ai fait mes alternances pendant mes études chez Frojo. Après, quand j'ai fini, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Breitling pendant 6 mois. Après, je suis partie à Londres un peu pour l'anglais. Et là, depuis janvier, j'y suis à plein temps. Et si tu devais choisir l'horlogerie, la joaillerie, c'est vraiment moitié-moitié? Franchement, oui, c'est moitié-moitié. J'adore les montres un peu bijoux. J'adore les montres pour hommes, j'adore les sportifs, j'aime tout. Mais j'aime aussi la haute joaillerie. La joaillerie plus fine, franchement, je pourrais pas choisir. J'ai vu ce que tu portais, j'ai vu que tu portais une jolie polo féminine. C'est une montre qu'on voit jamais sur un poignet de main, elle est vraiment magnifique. Bravo, je l'adore. Super choix. C'est plaisir de voir ça. Non, je regarde mon père parce qu'on l'a reprise à une vieille dame qui sont séparées. Et quand mon père m'a montré ça, je lui ai dit il faut absolument la reprendre et tout. Magnifique. Elle te va bien. Voilà. Superbe. Merci. Et du coup, vu que tu m'as dit que tu aimais beaucoup l'horlogerie, est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque Frojo d'horlogerie et en particulier cette année avec les 170 ans de la maison? Donc on a toujours fait de l'horlogerie. Comme mon papa l'a dit, mon arrière-grand-père il est rentré en tant que chef d'atelier horloger. Donc il y avait des montres Charlet au début, après ça a été donc à Gousset, des montres Frojo Charlet, des montres Frojo et maintenant donc on arrive sur les montres Frojo. Et cette année 2024 c'est 170 ans. Et pour les 170 ans, on a travaillé pour une réédition d'un modèle qu'on a fait dans les années 70. C'est une montre de plongée avec un boîtier Georges Monin. C'est parfait. Donc c'est celle-là. C'est celle-ci, ouais. Elle est belle. Donc ça sera pas ce bracelet. On va la sortir avec 2 bracelets. Un bracelet en caoutchouc style tropique et un en tissu gris. Elle va sortir là d'ici la fin de l'année. Et voilà, c'est un beau projet.
Magnifique. Écoute, Elisa, merci beaucoup pour ce petit temps accordé. Avec grand c'était plaisir. Super. Merci. En se baladant autour de la rue Grignan, la rue Paradis, on a vu quand même qu'il y avait pas mal d'enseignes de montres qui t'appartiennent, qui appartiennent à la maison Frogeot. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu cette identité géographique, le rapport entre Marseille et les différentes boutiques que tu as ici pour expliquer aux gens? On a eu la chance, effectivement, ou la malchance, d'avoir l'opportunité pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tous les 30 ans, les centres-villes se redessinent un petit peu. Donc, il y a eu une vacance dans les centres-villes qui a eu lieu il y a une dizaine d'années et qui est en train de s'estomper aujourd'hui. Et en même temps, une montée des marques de luxe, et notamment des marques d'horlogerie, dans lesquelles nous faisions partie en tant que distributeurs, qui ont ce besoin de se développer et d'ouvrir des magasins en enseigne propre. Et on a eu la confiance des marques pour pouvoir faire ça. Donc effectivement, dans la rue dans laquelle nous étions, des opportunités se sont présentées et je les ai saisies. De toute façon, c'était dessiné déjà de la part des grands groupes d'avoir des entités dans les différentes plus grandes villes de France. Et je crois qu'à ce moment-là, quand on a la possibilité de le faire, il faut pas courir, il faut pas se cacher, il faut s'engager parce que c'est le sens de l'avenir. Mes enfants arrivant à travailler avec moi, je pense qu'il fallait mettre un coup de boost sur nos ambitions et j'ai eu l'opportunité effectivement d'ouvrir plusieurs magasins, que ce soit Breitling, Tagueillère, Messica, enfin il y a plusieurs marques de montres. Un grand magasin Rolex qui va voir le jour, un magasin Tudor aussi. Voilà, on a développé la montre d'occasion avec ce magasin que vous voyez qui est plus convivial, sur lequel on développe du réceptif, on développe de la communication, on fait de l'invitation, on fait venir des chefs. C'est un magasin qui est très vivant. Et puis on a développé voilà d'autres marques et c'est vrai que c'est une orientation aujourd'hui de développement externe. Au lieu d'ouvrir que des magasins Frogeot, on a eu l'opportunité d'ouvrir des magasins avec des marques d'euros. Superbe. Et question intéressante pour moi, comment tu définis la différence entre les clients de tes magasins de manière générale et le client de ce magasin, de ce point de vente où il y a des montres vintage? Est-ce que c'est des milieux qui échangent? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'abord au vintage et ensuite qui viennent à la boutique avec les montres neuves? Est-ce que c'est l'inverse? Comment un peu tu commences à percevoir ce cheminement de clients entre ces deux typologies de montres? Alors le magasin Grignan, on dira que c'est un magasin traditionnel, emblématique, un magasin plus traditionnel où on vend de la bague de fiançailles, mais on vend aussi de la montre de fiançailles. Le magasin de Récif Paradis, c'est un magasin de passionnés. Ce sont des initiés, ce sont des gens qui sont passionnés, qui souvent en savent plus que nous, mais qui sont aussi, pour nous, des gens qui communiquent autour de notre image et qui communiquent autour de notre savoir-faire. On crée une vraie proximité. On essaie de les mettre dans une ambiance et de les faire accéder à d'autres informations, à des informations plus précises, des choses qui sont plus en avance, des choses qui les intéressent, parce que la moitié des choses, ils peuvent le lire dans la presse. Et on crée une vraie proximité, et c'est vrai que je pense que ça agrandit un cercle de passionnés qui sont en haut de la pyramide de ceux qui veulent les informations au début, et puis qui la communiquent après, et qui nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est une façon, avec ça et le digital, de pouvoir toucher une communauté plus large de gens passionnés qui viendront pas forcément dans un magasin traditionnel. D'accord. Notamment, ça nous permet aussi de pouvoir racheter des montres et puis d'en vendre d'autres. Chose qu'on ne fait pas dans un magasin traditionnel. Et je pense que c'est aujourd'hui, comme ça l'a été il y a plusieurs années dans l'automobile, le marché de l'occasion est un marché qui se développe, il faut le prendre en considération. Et on est obligé de faire avec. Voilà. Après, quand on est passionné de montres, on aime aussi les montres d'occasion, on aime bien les montres vintage, on aime bien les montres avec un passé, on aime bien les histoires. Donc tout ça se marie très très bien avec le reste. Mais c'est une philosophie à part. Ok. J'allais te poser la question de développement futur. Tu as déjà donné deux petits bâtons de dynamite avec une nouvelle grosse boutique Rolex qui a l'air très jolie et une future boutique Tudor. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ça? Encore d'autres développements? La boutique Rolex, effectivement, c'est un projet majeur pour nous puisque c'est une des plus grosses boutiques qu'on n'aura jamais réalisées. C'est un projet qui aura duré plus de 2 ans, dans lequel est incorporé le RCPO dans une boutique Rolex. Je crois qu'on est les premiers à faire ça. Donc on va être regardé effectivement par la maison mère puisque c'est quand même un gros investissement. Puis c'est un savoir-faire qu'on est en train de mettre en place. Donc effectivement, on remercie la confiance de Rolex à ce niveau-là parce que on a un poids sur les épaules et on tient à l'assumer et à décevoir personne et surtout à faire bien. Ça demande un gros engagement puisqu'il faut acheter bien, il faut anticiper et puis il va falloir avoir cette relation avec le client sur de la montre d'occasion dans un magasin neuf. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Je pense qu'on va y arriver, on a recruté pour ça. J'ai enlevé des éléments qui étaient déjà formés pour les mettre là-bas, pour essayer de faire au mieux possible.
Voilà, pour nous, c'est un élément majeur. Et effectivement, pour faire ça, il a fallu avoir un autre magasin. Et cet autre magasin, puisque on a eu 2 ans de travaux, deviendra Magasin Tudor, qui, pour nous, est une marque indissocible de la marque Rolex, qui va être juste en face. Et je pense qu'il y a un lien entre le primo-accédant qui peut acheter Tudor avec une marque qui est aussi accessible, un peu plus accessible, je dirais, mais de toute aussi bonne qualité, et qui appartient à Rolex. Donc, c'est un environnement concurrentiel sain, et qui devrait apporter l'un à l'autre. Voilà. Et on est très fiers de faire ce projet-là. Magnifique, je te remercie. Est-ce que tu as une anecdote? Je sais que la question est difficile, une anecdote à nous partager? Vraiment, c'est libre comme question, c'est-à-dire quelque chose, un moment intense que tu aurais vécu à Marseille, en rapport avec le travail, je ne sais pas, ce que tu veux. Les moments intenses, ils sont tous intenses. Je ne vais pas mettre un moment privilégié d'un client par rapport à un autre, ça ne m'intéresse pas. Tous les moments que j'ai vécus avec mes clients sont des moments uniques. Mais le moment le plus intense pour un chef d'entreprise comme moi, c'est le moment où je m'assois sur la chaise de mon père. Et le moment le plus intense pour moi sera celui où ma fille s'assera à ma place. Je pense que ça sont des moments qui sont forts, parce que ça veut dire qu'on est arrivé à créer quelque chose, on a réussi à prendre la confiance, on a réussi à l'obtenir, on a réussi à prendre la place. Voilà, c'est pas agréable pour celui qui s'en va, mais c'est agréable pour celui qui la prend. Et ça c'est un moment magique, parce que c'est un moment où il faut des années, des dizaines d'années avant d'y arriver. On a besoin de faire ses preuves, on a besoin de traverser des moments difficiles en termes d'entente, en termes de stratégie, en termes de vision. Et je crois que quand on arrive à faire ça, c'est le moment le plus fort dans l'entreprise. Et je l'attends, le mien. J'attends que mes enfants prennent la place. Magnifique. Même si ça ne sera pas tout de suite. Voilà, mais oui, ça sont des moments très très forts. Après, effectivement, la vie d'une entreprise est faite de rebondissements, de joie, de pleurs, de crainte. Voilà, pas tout se passe pas tout est un fleuve tranquille. Mais voilà, pour moi, le moment le plus fort, c'est la passation. Je pense que c'est la meilleure des conclusions possibles. Merci beaucoup d'avoir accordé ce temps-là, et je suis content de commencer avec la Maison Frodo et commencer avec toi l'interview, c'était important. Et aussi Anthony, qu'on salue au passage, qui a une place importante dans la maison, avait insisté pour qu'on le fasse vraiment. Je le remercie Anthony aussi, c'est vrai que c'est de belles histoires à raconter, on rentre un peu dans l'intimité des maisons, c'est vrai que c'est important de voir les gens différemment que derrière une façade de bijouterie avec des mondes. Voilà, on rentre un peu dans l'intimité, je pense que vous êtes là pour ça, et je pense que ce qui est important, c'est de raconter la vérité, d'essayer de lire à travers les lignes, d'essayer de voir derrière le paysage, et vous faites ça très bien, et je pense que c'est ce que les clients de demain attendent aussi, avoir des petits moments de vérité. Chers amis, j'espère que ce premier épisode de notre série Tour de France des distributeurs à Marseille, chez une maison qui nous est chère, la maison Frojo, vous aura plu. Alors, en tout cas, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est 170 ans d'activité, c'est une belle implantation dans Marseille, c'est vraiment des histoires de famille qui sont belles avec des jolies anecdotes, et surtout un rapport au client qui, lui, est magnifique, si je puis dire. Voilà, le client qui devient finalement complice, ami, et c'est un peu ça qu'on a tous envie de vivre quand on achète un bel objet, en particulier une belle montre. En tout cas, pour nous suivre sur ce Tour de France, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure, et vous verrez, ça va vous plaire, j'en suis certain.